Voilà, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans notre quatrième journée, n'est-ce pas, de la semaine des médias organisée cette année pour le réseau MLF Monde. Et donc, aujourd'hui, nous sommes très, très contents de recevoir une de mes collègues, n'est-ce pas, de mes anciennes collègues, Hélène Charlet, donc, qui est professeure documentaliste dans le secondaire à l'école Rochambeau à Washington. Et Hélène est spécialiste en fait en fake news. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et donc ce soir, elle va lever pour nous les mécanismes de la désinformation et nous apprendre comment créer un doute constructif. Alors c'est toujours le mot qui revient, c'est le mot doute quand on parle des fake news, mais j'aime beaucoup le fait qu'il soit constructif et non pas disruptif ou déprimant, on va dire. Voilà. Donc merci beaucoup Hélène d'être avec nous et puis je te laisse partager ton écran et puis lancer ta présentation. Ok, merci Marjorie. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va parler de désinformation aujourd'hui. Dans ma présentation, je vais passer un petit peu de temps sur le sens des mots, parce qu'en matière de désinformation, il y a beaucoup de confusion parfois. Je pense que pour bien travailler avec les élèves sur ces notions-là, il faut bien cerner les différents sens des différents mots qu'on utilise, comme le mot fake news, par exemple, qu'on utilise beaucoup et qui a en fait un sens très précis. Donc, la première chose que je vais vous proposer de faire, c'est juste un tout petit jeu, exercice très court sur le sens de différents mots. Alors, je vais vous montrer comment ça va se présenter. Donc, ce Padlet là qui va me servir de support à la présentation, je vous le partagerai en fin de présentation. Là où on va commencer par ce Learning Apps, où vous allez avoir une série de mots. Donc, je vais vous partager le lien dans le chat. Une série de mots qui font partie du vocabulaire de l'information, désinformation, tout cet univers pour lequel, en fait, je vais vous demander juste de les classer, de me dire si vous pensez que c'est quelque chose qu'on considère comme étant de la désinformation ou pas. Donc, voilà, je vais vous donner la possibilité de faire ce petit exercice. Et quand vous avez fini, si vous pouvez me mettre une réaction, un pouce levé pour me dire que c'est fini, pour que je puisse passer à la partie où on discute justement de pourquoi tel mot et tel autre mot peut être considéré comme de la désinformation ou pas. Donc, je vous mets ça dans le chat. Voilà, normalement, vous avez accès au Learning Apps. Vous pouvez prendre 2-3 minutes pour le faire et ensuite me signaler par un pouce levé que vous avez fini. Ah, ça ne fonctionne pas, ça commence fort. Non, il y a un petit problème avec l'adresse. Alors peut-être que... Tu vas voir que c'est l'application Learning Apps qui n'a pas l'air de s'ouvrir. Ah oui, même là sur mon poste, je n'arrive pas à l'ouvrir. Peut-être, du coup, tu peux nous le faire vivre en présentant les questions. C'est-à-dire que même moi, je n'arrive pas à ouvrir le mien. Ah, d'accord. Oui. On dirait que c'est Learning Apps en Voilà, général. ça ne vient pas du lien, en fait. Ça vient de... Je pourrais élaborer toute une théorie du complot autour de ça. Voilà, pourquoi non, de fonctionner là juste maintenant. Alors, ça ne m'arrange pas trop. Parce que même si je ne peux pas l'ouvrir, je refais un petit essai, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que vous avez réessayé? Ça ne marche toujours pas? Bah oui, mais non, si la technique, elle s'y met, là, on ne peut pas... Voilà.
Moi, je vais vous faire ça en simple présentation d'une liste de mots, je pense. Le premier mot que je proposais de classer, c'était le mot rumeur. Je ne sais pas, par exemple, si peut-être... Oh là là, ça ne marche pas la technique. Je pense qu'on peut dire que ça ne marche pas la technique. Oui. Ouais, ça a l'air de venir de Learning Apps plus que de mon lien, mais bon. Ouais, du coup, je vais passer à la suite. Le premier mot que je voulais vous proposer, c'était le mot rumeur. Donc, je ne sais pas, peut-être si vous pouvez quand même me faire ce système de réaction. Est-ce que pour vous, la rumeur, c'est de la désinformation? Si vous pensez que c'est de la désinformation, mettez un pouce levé, que je vois un petit peu. J'essaie de regarder. Oui, il y a une minorité de pouces. Il y a beaucoup de participants quand même, en fait. Il faut que je vérifie. Nous sommes à 53. Ouais. Ah oui, et alors il y en a qui mettent les pouces dans la discussion. OK. Dans le chat. Peut-être mettez-le juste en réaction en fait sur votre profil pour me permettre de... Mais je vois quand même qu'une minorité d'entre vous le classe en désinformation. Et effectivement, la rumeur, ça n'est pas de la désinformation. Alors que c'est souvent considéré comme, de manière très péjorative, comme quelque chose qui contribue à nous intoxiquer avec des choses qui sont fausses. Le sens de ce que c'est qu'une rumeur, c'est en fait la rumeur, c'est ce qui existe avant même l'information. Au départ, on va dire que tout est rumeur. Tout ce qui est nouveau, qui apparaît, dont on entend parler, et qui ne repose pas sur quelque chose qui est un savoir, à l'origine, c'est une rumeur. C'est le travail de vérification des faits et des données qui va transformer la rumeur en information, ou au contraire, par ce travail de vérification, on va se rendre compte que cette rumeur contient des choses qui sont fausses, et là, on va pouvoir établir que c'est de la désinformation, ou que c'est une fake news, ou tous les autres types de messages qui ne sont pas de l'information, la publicité, la communication, etc., etc. Mais le mot rumeur en soi ne porte pas vraiment de connotation péjorative. C'est ce qui existe à l'origine avant l'information, à l'état un petit peu brut où il faut faire les vérifications pour savoir si c'est vrai ou pas. Le deuxième mot que je voulais vous proposer, c'était propagande. Alors, est-ce que la propagande, c'est de la désinformation? Là aussi, si vous pensez que c'est de la désinformation, je vous propose de mettre un pouce levé. Je vois quelques pouces levés. Peut-être des hésitations qui sont peut-être liées au sens un peu dévoyé du mot propagande. Le mot propagande est devenu un peu utilisé dans plein de contextes différents, alors qu'à l'origine, la propagande est un mot qui ne s'utilise que dans un cadre politique bien précis, qui est le cadre d'un régime totalitaire, ou en tout cas un régime dans lequel la liberté de la presse n'existe pas ou a été supprimée, même temporairement, hein, par exemple pendant la Première Guerre mondiale en France. On parle de propagande dans le cadre d'une information qui est totalement contrôlée et qui donc effectivement est de la désinformation, dans le sens où il y a une volonté assumée et de contrôler ce qui va être dit, et donc de ne pas pouvoir donner l'ensemble des faits, l'ensemble des données, l'ensemble des choses à savoir de manière neutre et objective. Qui est la définition une partie de la définition de l'information. Donc la propagande, c'est de la désinformation, mais c'est un mot à conserver dans un cadre quand même très précis. Voilà, le cadre d'un État comme la Corée du Nord, ou d'une période historique pendant laquelle la liberté de la presse ou des médias, la liberté d'expression pouvait avoir été encadrée par le gouvernement. Donc c'est quelque chose
par exemple, on n'est pas censé utiliser en France ou aux États-Unis, qui sont des États démocratiques où la liberté des médias existe. Mais on a cette tendance parfois à dire ah, lui, il fait vraiment de la propagande. C'est un sens un peu, c'est une utilisation un peu dévoyée du sens premier du mot. Ensuite, je voulais vous demander, quand un journaliste qui fait une erreur dans son article, dans son reportage, est-ce que c'est de la désinformation? Alors, pareil, je vous demande de voter avec vos petits pouces levés. Ah, je vois mes informations, ça intéressant. Mes informations. Ouais, effectivement, moi, je vois ça, c'est super que la différence est bien connue. Une erreur dans un article de journaliste, ce n'est pas de la désinformation, c'est effectivement de la mésinformation. Alors après, je vous ferai un petit document bilan, un petit récapitulatif sur cette subtilité entre désinformation et mésinformation, parce que un journaliste, alors on pourra en discuter, hein, je sais que ça provoque des polémiques, mais à la base, son métier, c'est d'informer. Et quand il fait des erreurs, quand il se trompe, quand il diffuse quelque chose qui est faux, a priori, c'est par manque de rigueur, c'est par manque de vigilance, c'est par en voulant aller trop vite. Et donc, il n'y a pas d'intention volontaire de diffuser quelque chose de faux. Et quand il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de malveillance, ou en tout cas d'idée de je vais répandre quelque chose de faux, ce n'est pas de la désinformation. La désinformation, elle inclut vraiment cette idée de malveillance et de volonté, d'intention, là où une erreur dans un article de journaliste, il n'y a pas d'intention, donc on parle de mésinformation avec un M, et non pas de désinformation. J'essaie de regarder en même temps s'il y a des questions, mais... Non, pour l'instant, tout va bien. Voilà, il y a des petits commentaires, voilà, mais voilà. Oui, je vois qu'il y a déjà débat sur ce que c'est que la propagande qui est dans le sens premier du mot. En tout cas, je ne dis pas. Hein, après, les usages ont fait que c'est devenu utilisé dans d'autres cadres, mais le sens premier du mot est vraiment réservé aux États, aux régimes politiques qui contrôlent les journalistes et les médias. Quatrième mot, fake news. Voilà, c'est peut-être un des plus faciles. Fake news, est-ce que c'est de la désinformation? Maintenant qu'on a vu que la désinformation implique quelque chose de volontaire, effectivement, hein, la fake news, c'est vraiment un exemple, l'exemple le plus évident, le plus ostentatoire de la désinformation, de cette idée volontaire de diffuser quelque chose de faux, de diffuser une histoire créée. Alors, ce qui est intéressant avec la fake news, c'est vraiment de comprendre aussi le sens de ce que ça veut dire, fake, en anglais. D'ailleurs, moi, je ne suis pas très fan de la traduction qui est parfois utilisée pour fake news, qui est de dire fausse nouvelle, fausse info, comme si en matière d'information, il n'y avait que le vrai ou le faux. Et fake en anglais, je ne pense pas que ça veuille vraiment dire faux. Au sens wrong ou false, c'est plus fake au sens de contrefait, de la contrefaçon. Quand j'essaie de l'expliquer aux élèves, je prends l'exemple de la contrefaçon de produits de luxe, un faux sac Louis Vuitton, des fausses lunettes de soleil Coco Chanel. Enfin, ça ressemble, mais ça n'a pas la qualité du produit d'origine. Et les fake news, c'est exactement ça. Ça a toujours l'apparence d'un vrai article, d'un vrai reportage, d'une vraie information. Donc, exactement comme dit Olivier Douteau, ressembler le plus possible au format de la vraie information. Il y a tous les codes journalistiques, ou la plupart d'entre eux qui sont présents. Donc, c'est assez trompeur. C'est facile de se faire avoir, comme par un faux sac Louis Vuitton. Mais la qualité n'est pas là. Le faux sac Louis Vuitton, il va s'abîmer beaucoup plus vite. Il n'aura pas été fabriqué dans les mêmes conditions. Alors, les fakes, la traduction qui a été adoptée par l'Académie française, c'est un fox, pardon. C'est un peu plus, pour moi, proche, ou en tout cas moins, apporte moins à confusion que de traduire par fausse nouvelle, qui donne cette idée de vrai ou faux, là où
pour moi, le fake, ce n'est pas du faux, ce n'est pas tout blanc, tout noir, quoi. Il y a souvent dans les fake news une part de vrai, il y a une part de choses qui sont utilisées, qui sont vraies pour rendre la fake news crédible, et un peu de choses fausses qui viennent polluer dans une intention précise. Alors ça, on le verra avec les différentes intentions possibles des fake news, mais voilà, pour faire rire, pour faire peur, pour convaincre, pour faire vendre des choses. Mais c'est pas du gros faux, tout 100% faux et tellement énorme que personne n'y croirait. C'est cet entre-deux, entre le vrai et le faux, qui est nuisible à l'information. Hein, ça reste de la désinformation, mais c'est pas, pour moi, on ne peut pas traduire ça par faux. Je regarde en même temps, oui, fake, pas réel, effectivement, c'est pas la même qualité que la vraie information. Ensuite, je voulais vous proposer l'expression des faits alternatifs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des faits alternatifs. Nous, ici aux États-Unis, on en a beaucoup entendu parler. Est-ce que les faits alternatifs, c'est de la désinformation? Alors, les faits alternatifs, c'est une expression qui est apparue un peu avant l'élection de Donald Trump ici. C'est une expression qu'il utilisait ou que son personnel de campagne utilisait pour quand les journalistes en conférence de presse lui disaient mais là vous avez dit telle ou telle chose et ça n'est pas vrai, ce sont des mensonges, vos chiffres sont faux. Et la réponse de Trump et de son équipe, c'était de dire non, ce ne sont pas des mensonges, ce sont des faits alternatifs. Et c'est donc une expression qui est apparue et qui est clairement de la désinformation de la part de gens qui ne veulent pas, qui n'assument pas de dire des choses fausses, de dire des mensonges, qui veulent pouvoir être crus sur la base de leurs chiffres, leurs données, leurs faits inventés. Et pour ne pas dire que ce sont des mensonges, ils présentent ça au public en disant que ce sont des faits alternatifs. C'est une vérité alternative. Mais à chaque fois, ça ne résiste pas à une contre-enquête qui montre que ce sont des chiffres inventés, des faits inventés, donc des mensonges, des choses fausses. Donc les faits alternatifs, c'est de la désinformation aussi. Sixième mot, la théorie du complot. Est-ce que c'est de la désinformation, la théorie du complot? Oui, je vois beaucoup de pouces levés. Effectivement, théorie du complot, c'est le stade un peu ultime de la désinformation parce que c'est la fake news portée à son paroxysme avec une idée derrière d'un groupe secret. Dans la théorie du complot, il y a toujours des puissants, une organisation secrète, des gens qui ont du pouvoir. Alors, ça peut être des personnes très riches, ça peut être des gouvernements, des politiciens, des gens qui ont accès à une certaine forme de pouvoir, mais qui l'utiliseraient de manière malveillante contre les gens normaux, quoi. En fait, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Je pense qu'il va y avoir des théories du complot qui vont se développer dans le chat au fur et à mesure de... Oui, les QAnon, là, je vois effectivement, ça fait partie de la sphère complotiste. Donc, c'est le paroxysme de la désinformation, c'est vraiment les théories du complot. Un mot qui en est proche, je vous donne déjà un petit peu la réponse, mais ce qu'on appelle la réinformation. Je ne sais pas si vous avez déjà, je vais le mettre dans le chat, entendu parler de réinformation, les sites de réinformation. C'est une nouvelle façon d'appeler finalement les théories du complot. Les sites de réinformation prétendent nous réinformer, donc nous disent voilà, vous êtes mal informés parce que les médias officiels vous délivrent une parole contrôlée donc par ces puissances secrètes qui nous veulent du mal. Et nous, derrière nos écrans, on connaît la vérité cachée et on va vous réinformer en vous disant ce qu'il se passe vraiment. On va vous expliquer que Bill Gates, qui a une fondation de recherche médicale, eh bien, le vaccin qu'il est en train
sur lequel ces scientifiques sont en train de travailler est un vaccin qui va contenir une puce de suivi, de tracking pour collecter vos données et prendre le contrôle de la population mondiale. Donc, les sites de réinformation, c'est toute une sphère aussi de sites sur lesquels parfois c'est un peu... c'est très facile. Enfin, c'est des gens qui se présentent comme étant docteurs, comme étant journalistes. Ça a un graphisme très soigné, c'est très bien fait. Ça a tous les codes des médias traditionnels et de l'information. Et il faut juste être attentif à ces petites mentions réinfo Covid, et qui sont des signaux d'alerte que c'est du complotisme, que c'est de la désinformation. Alors, que mettez-vous en avant au niveau du vocabulaire? Je vais vous montrer après les documents que j'utilise et ce que je fais, mais je voulais poser un certain nombre de concepts avant de montrer les définitions que j'utilise parfois avec les élèves. Il me restait le mot communication et le mot opinion. Alors, est-ce que faire de la communication, c'est de la désinformation? Parce que ça aussi, la communication, c'est quelque chose que je pense important d'aborder avec les élèves. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que sur les réseaux sociaux, plus de 50% des messages que les jeunes voient passer sont en fait de la communication et non pas de l'information. Oui, effectivement, c'est des termes ambivalents. Techniquement, ce n'est pas de la désinformation parce que l'idée de la communication n'est pas une intention malveillante de nuire aux personnes qui sont en train de lire ce message. La communication, ça se fait dans le cadre d'une entreprise, d'un organisme qui veut limiter son message à valoriser l'entreprise, l'organisme pour lequel on travaille. Typiquement, la newsletter du lycée ou les infos que votre établissement scolaire met sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de la désinformation, ce sont des choses qui se passent vraiment dans votre établissement, mais c'est de la communication parce que l'idée, c'est qu'on sélectionne ce qui est positif, ce qui met en valeur, ce qui fait dire du bien. Marketing, oui, c'est dans le cadre des entreprises, effectivement, c'est de la communication. Mais on ne peut pas dire que c'est de l'information dans le sens où on ne va pas donner tous les faits à savoir de manière neutre et objective. On va donner certains faits en disant, regardez à quel point c'est formidable. Et l'idée ultime, c'est de promouvoir l'établissement, l'organisme pour lequel on travaille. Et puis, le dernier mot que je voulais proposer, c'est donc opinion. Est-ce que de l'opinion, c'est de la désinformation? Parce que ça, c'est un sujet vraiment... en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de polémiques, beaucoup d'accusations envers les journalistes sur le fait que donner son opinion, ce serait manipuler, ce serait mentir aux gens et ce serait désinformer. Et pour le coup, l'opinion, ce n'est pas de la désinformation, c'est juste un avis personnel qu'on rajoute à l'information. On est censé, quand on fait du journalisme d'opinion, donner les faits et dire, ben voilà, à partir de ces faits qui sont vérifiés, qui sont neutres, qui sont objectifs, ben, telle personne peut donner telle opinion sur ces faits-là, mais une autre personne travaillant dans un autre journal d'opinion, dans un autre média d'opinion, pourrait donner une autre opinion. C'est un avis, il faut être explicite exactement quand un média qui fait bien son travail, normalement, vous indique qu'il est en train de vous donner une opinion, par exemple, le titre de la rubrique, quand c'est un éditorial, quand c'est une chronique et que c'est quelqu'un qui est invité à s'exprimer, ce sont des avis personnels. C'est pour ça que je pense qu'il faut apprendre aux élèves à repérer les codes qui permettent de comprendre quand quelque chose est une opinion donnée sur une information, à partir du moment où les faits sont respectés, qu'il n'y a pas on ne triche pas sur les faits, on a le droit de donner son opinion, ce n'est pas de la désinformation. Les polémistes sont-ils des journalistes? Dans un journal, dans un média, on peut inviter des gens extérieurs à s'exprimer, à donner leur avis, à donner leur opinion, sans qu'ils soient journalistes. Par contre, un journaliste qui travaille pour n'importe quel média dont le
travail est d'être éditorialiste. Il y a des journalistes sportifs, des journalistes économiques, des journalistes éditorialistes. Éditorialiste, c'est quelqu'un dont le travail est en permanence de donner l'opinion, de donner la ligne éditoriale du journal. Par exemple, la Libération, ça va être une ligne éditoriale de gauche. Je vais faire beaucoup de références aux médias français parce que c'est ce que je connais le plus, mais voilà, par exemple, le Figaro, ça va être une ligne éditoriale de droite. Et donc, un éditorialiste, il est chargé d'écrire des articles qui donnent l'opinion, la ligne éditoriale du journal sur les événements en cours. J'essaie de suivre tout ce qui est mis dans le chat en même temps. Dès que quelqu'un émet une idée sans la justifier par des données ou des faits, c'est une opinion. C'est une opinion, mais alors pour le coup, une opinion qu'on ne devrait même pas écouter, parce qu'une opinion qui n'est pas basée sur des faits ne vaut pas grand-chose normalement. Et un journaliste, il n'est pas censé faire ça. S'il fait un article d'opinion, il cite les faits qu'il utilise, à partir desquels il donne son opinion. Donc, je vous montre. Je vous utilise déjà Midjourney, ça passe super vite. Je vous montre, et j'espère que ça va marcher, les deux documents que j'utilise avec les élèves. Ça marche. Ça marche. La théorie du complot va s'arrêter là. Ça super marche. Ce document-là, c'est un document de bilan sur la fake news et son idée donc quelque chose de falsifié dans un objectif précis, là où la mésinformation est involontaire. Donc la désinformation est intentionnelle, la mésinformation est involontaire. Dans la désinformation volontaire, l'objectif, il peut être parfois juste de faire rire, de divertir, et ça on peut en parler dans quelle mesure les sites parodiques sont de la désinformation. Ça peut être de convaincre, ça peut être de faire peur. Là où dans la mésinformation, l'objectif au départ, il était positif, c'était de partager quelque chose. C'est une démarche bienveillante. Et l'erreur, l'erreur, elle est humaine parce que personne n'est infaillible. Et voilà, on a diffusé quelque chose de faux par manque de vigilance ou de rigueur. Dans la fake news, dans ce document bilan, donc ce que j'explique aux élèves, c'est que derrière toutes ces intentions-là, faire rire, convaincre, faire peur, il y a derrière souvent un but commercial. Il y a l'idée de gagner de l'argent avec les clics. Les sites parodiques, ils vivent de ça, ils vivent des clics. Donc, c'est de la désinformation, certes à but humoristique, mais aussi avec l'idée de faire de l'argent là-dessus. Donc, ça, c'est le premier document que j'utilise. Et le deuxième, donc tout ça, ça sera dans le Padlet auquel vous aurez accès. Le point sur le vocabulaire. Donc, avec les différents mots qu'on a vus là avec ce Learning Apps qui n'a pas marché, et un espèce de code couleur du vert au rouge. Dans la catégorie vert, on reste dans des types de discours médiatiques, dans des types de messages qui ne sont pas nuisibles. En tout cas, si on a expliqué aux élèves, on a donné aux élèves les codes pour les comprendre, pour comprendre que la communication, ce n'est pas quelque chose de nuisible, mais c'est quelque chose à prendre avec le recul, de comprendre que c'est quelque chose de promotionnel, qui utilise des faits sélectionnés dans le but de susciter l'intérêt du lecteur pour quelque chose. L'opinion, pareil, ce n'est pas quelque chose de nuisible parce que c'est basé sur des faits vérifiés, c'est juste on donne son avis sur ces faits-là. Et après, cet avis-là, toi, lecteur, tu en fais ce que tu veux, tu es libre de lire d'autres opinions et de te faire ta propre opinion ensuite. Jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Alors, les journalistes ne sont jamais vraiment neutres, ça c'est super intéressant. Je vais passer du coup à la deuxième partie de ce que je voulais vous montrer, qui est une espèce de petite... À nouveau, j'aurais voulu le faire sous la forme d'exercice, mais je ne sais pas si ça va être possible. Je voulais vous proposer 9 phrases pour lesquelles je voulais vous demander de les classer entre les phrases avec lesquelles vous êtes complètement d'accord, enfin, de gauche à droite, on va dire, pas du tout d'accord, pas vraiment d'accord,
d'accord, oui et non, plutôt d'accord ou complètement d'accord, mais avec la contrainte qu'il n'y a qu'une seule phrase à laquelle vous pouvez attribuer -2, donc pas du tout d'accord. Une seule phrase à laquelle vous pouvez attribuer +2, selon le tableau que vous voyez normalement à l'écran. C'est visible? Oui, Marjorie, je t'ai piqué l'idée de, de la façon de... Non, non, Parce que... ça marche super bien. Ouais, mais j'aime beaucoup parce que c'est vraiment 9 phrases qui travaillent sur des idées, je ne sais pas si c'est des idées reçues, mais des phrases sur lesquelles on peut discuter, comme par exemple cette idée que les journalistes devraient être neutres, pourraient être neutres, pardon. Donc, je vous laisse les regarder quelques minutes et voir un petit peu les phrases avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord ou mitigé ou complètement d'accord. Et puis après, on va les voir une par une. J'espère que vous avez eu le temps de les regarder une par une. Je vais maintenant les prendre une par une et les commenter. Vous aussi, vous avez un trait rouge sur l'écran. Moi, il y a un trait rouge qui est apparu. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû écrire sur l'écran. Ah. Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais je voulais juste savoir si c'est le cas pour vous aussi. Hop. Vous voyez mon diaporama, les mythes de la désinformation? Ok, donc les mythes, je ne sais pas si le mot c'est vraiment les mythes, mais l'idée c'est de discuter de ces 9 phrases qui, par exemple, moi, cette première phrase, je l'entends assez régulièrement dans les réactions des élèves et parfois des collègues aussi, qui me disent, mais les journalistes aussi, ils font de la désinformation, ils en font même très, très régulièrement. Alors, on l'a abordé rapidement quand je vous ai dit tout à l'heure, la désinformation, supposant cette intention vraiment malveillante. Voilà, pour moi, ça, c'est une phrase que je classerais comme intox, au sens où, non, dire les journalistes font régulièrement de la désinformation, c'est vraiment abusif. À la base, un journaliste, il fait de l'information. D'ailleurs, normalement, pour pouvoir se dire journaliste, le titre de journaliste, il faut faire des études de journalisme, il faut avoir une carte de presse, il faut normalement s'engager à respecter une charte déontologique qui s'appelle la charte unique. Donc, c'est quelque chose qui, normalement, garantit, comme un médecin qui fait des études de médecine et qui prête le serment d'Hippocrate et tout ça, voilà, il s'engage à prendre soin des gens. Bon, il y a des médecins qui ne font pas toujours bien leur travail, il y a des médecins qui se trompent, mais il y a aussi des journalistes parfois qui se trompent et qui ne sont pas infaillibles. Donc après, je ne vis pas dans un monde de bisounours, je sais qu'il y a des journalistes qui parfois font des choses qui sont pas correctes. Quand ils le font, normalement, ils sont sanctionnés. L'idée, c'est qu'effectivement, ils essayent d'être objectifs, et ça revient à la question que j'avais tout à l'heure dans le chat, c'est tout le problème de la grande difficulté à être objectif. Donc, je l'ai mis dans le Padlet, et ce sera une ressource peut-être pour plus tard, pour ceux que ça intéresse. Il y a un grand reporter qui s'appelle Richard Kapuscinski, qui a écrit tout un livre qui s'appelle Autoportrait d'un reporter, dans lequel il évoque une situation d'une autre journaliste qui avait dû couvrir un massacre au Mexique, qui est allée sur place, qui a passé du temps, qui a recueilli 150 témoignages. Et au bout de ces 150 témoignages, elle explique qu'elle était incapable de savoir ce qui s'était passé parce que c'était impossible de raconter 150 personnes qui lui avaient raconté 150 visions différentes d'un événement. Donc là, je vous le résume très, très vite. Mais ce livre-là de Richard Kapuscinski, il permet bien, je trouve, de comprendre ce problème du mythe de l'objectivité que les journalistes essaient d'atteindre, mais qui est presque impossible parce que ce sont des êtres humains. Et du coup, dans ces failles de l'objectivité se glissent tous les reproches qu'on leur fait de faire de la désinformation. Et donc, ça aussi, on en a déjà parlé, mais un journaliste qui rajoute une opinion aux faits dont il parle, il ne fait pas de la désinformation.
En tout cas, normalement, il donne les codes pour pour que le lecteur puisse comprendre que c'est de l'opinion apportée sur des faits. Donc non, les journalistes ne font pas régulièrement de la désinformation. Les agences de presse sont les seuls médias neutres et objectifs. Alors, toujours sur cette question d'objectivité, effectivement, les agences de presse, on va dire que c'est les seuls médias pour lesquels on pourrait vraiment dire qu'ils nous informent correctement. Le problème, c'est que nous, particuliers, on n'a pas accès aux agences de presse. Les agences de presse, tout ce qu'elles produisent, elles le produisent pour des médias, pour des fils d'actualité qu'elles vendent aux médias. Et ces médias, ces journaux, prennent les dépêches des agences de presse, soit les publient telles quelles, ou soit rajoutent une valeur ajoutée en faisant une enquête. Donc, ce qui garantit cette neutralité et objectivité des infos des agences de presse, c'est déjà qu'ils sont partout dans le monde, donc ils sont sur le terrain, ils sont plus au cœur de l'événement, donc normalement, ils ont accès à vraiment la source de départ, l'information de départ, même si, comme je vous l'ai expliqué avec Richard Kapuscinski, même en étant sur place, c'est parfois difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Et puis, une agence de presse n'a pas d'enjeu financier d'attirer le lecteur, de vendre plus qu'un autre, puisqu'ils ne vendent pas à des particuliers. Donc, leur seul objectif, c'est de garder la confiance des médias, des journaux, Le Monde, le Washington Post, etc., qui achètent leur fil de dépêche. Et pour ça, il faut être hyper crédible et donc avoir l'information la plus factuelle possible, les fameux 5W, donc qui a fait quoi, où, comment et pourquoi. Donc, ça, je vous parle de ça parce que je pense qu'en matière de désinformation, quand on travaille avec les élèves, c'est aussi important de leur faire comprendre ce que c'est qu'une agence de presse et comment ça fonctionne. Je trouve que c'est un des outils médias qui est très peu connu, mais qui finalement permet de comprendre beaucoup de choses du mécanisme du circuit de l'information avec les élèves. Le fact-checking. Alors, en matière de désinformation, maintenant, on a un nouveau type de journalisme qui est arrivé, qui est un journalisme donc de vérification des faits. Donc, effectivement, le fact-checking, on peut dire qu'il incarne le journalisme à la recherche de la vérité. C'est une nouvelle forme de journalisme qui est apparue quand même assez récemment, avec des gens qui sont formés à ça et dont le travail toute la journée, c'est de voir ce qui circule sur les réseaux sociaux, toutes les rumeurs ou toutes les désinformations prouvées, et de faire les enquêtes pour rétablir la vérité. Après, je nuance un petit peu toujours ce truc-là, et notamment quand j'en parle avec des élèves, parce que, et notamment, il y a eu un moment une polémique avec les décodeurs du monde qui étaient accusés de s'ériger en grands prêtres capables de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas sanctuariser ce type de journalisme-là parce que personne n'est infaillible, ou parfois les fact-checkers aboutissent à la conclusion qu'ils ne savent pas. Ils ne savent juste pas dire. AFP Factuel, par exemple, qui est un site de fact-checking, ils ont pour chaque débunkage qu'ils font, ils ont le vrai, le faux, et ils ont tout un tas d'autres labels pour dire ben là, on ne sait pas, on cherche encore, on est en train d'essayer de trouver la réponse. Et puis, en matière de journalisme à la recherche de la vérité, on a aussi une autre forme de journalisme qu'on appelle le journalisme d'investigation, qui incarne ce journalisme à la recherche de la vérité, mais alors là, sur un temps très, très long. La journaliste qui incarne le mieux ça en France actuellement, c'est Florence Aubenas. Et Florence Aubenas, quand elle raconte, elle dit « Mais moi, on me donne 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours pour faire un reportage. » Donc, elle a le temps de vraiment fouiller pour bien comprendre quels sont les faits. Alors, cette fameuse, en matière de pédagogie, il y a tout un débat là-dessus pour travailler la désinformation avec les élèves. Souvent, Marjorie, tu ris, je crois que je vais me faire jeter des tomates là. Donc là, souvent on dit ce qu'on va faire avec les élèves, c'est on va leur faire créer des fake news et des théories du complot. Alors j'ai mis un faux et un tox. Moi, je ne suis pas forcément très favorable à ça. Il y a plusieurs études qui ont montré que parce qu'en fait, faire créer des fake news pour qu'ils comprennent à quel point c'est facile
de créer une fake news en mettant une musique angoissante, en mettant des mots qui font peur, etc. Que tout ça, c'est facile à faire et donc on leur fait créer pour qu'ils comprennent. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'en fait, les élèves savent déjà, ils ont bien compris quand même les signes distinctifs de la désinformation. Généralement, c'est pas ça le problème principal. Puis en plus, créer des fake news qui après nous échappent un petit peu et parfois sont diffusées, et donc ça devient un petit peu contre-productif parce qu'on a ajouté de la désinformation à la désinformation qui existe déjà. Je ne sais pas dans quelle mesure ça apporte quelque chose. Après, c'est toujours utile de mettre les élèves en action, en production de quelque chose, leur donner un travail journalistique à faire. Je trouve ça intéressant, peut-être justement en l'associant à un travail de créer une vraie information et sur le même sujet créer une fake news et comparer les deux types de discours. Mais créer uniquement une fake news, ce n'est pas forcément la méthode pédagogique la plus productive. En gros, ce que les études ont remarqué, c'est que les élèves, même quand ils ont compris que c'était de la fake news ou une théorie du complot et que c'était de la désinformation, ils vont quand même très souvent le partager. Ils vont quand même très souvent contribuer à la viralité parce que ça les amuse, parce que ça contribue à une vision du monde qui est, voilà, bah oui, cette vision dans laquelle il y a des gens malveillants. Même si au fond d'eux, ils savent que c'est faux, ça a un côté fun. Ça me fait penser à cette analyse qui avait été faite sur l'électorat de Trump en 2016. La plupart des gens qui ont voté, une majorité des gens qui ont voté pour Trump ont dit oui, on sait qu'il ment, on sait qu'il raconte n'importe quoi. Mais on vote quand même pour lui parce que voilà, il met un coup de pied dans la fourmilière, il fout un peu le bordel, il est fun, il fait le show, donc on vote pour lui. Donc finalement, le problème n'est peut-être pas dans le fait de savoir identifier que c'est faux, mais plutôt dans les raisons pour lesquelles on va quand même valider cette désinformation et on va quand même la partager. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Cette question aussi de l'éducation aux médias qui consisterait à guider vers les bonnes sources et repérer les signes de désinformation. Là aussi, moi, là-dessus, je suis partagée. Alors déjà parce que l'ENI, ce n'est pas que guider vers les bonnes sources d'information. Et puis, je trouve qu'il faut faire attention à cette approche un peu descendante dans laquelle le professeur sait ce que sont les bonnes sources d'information et l'enseigne à ses élèves. Voilà, les profs, on n'est pas infaillibles, on ne connaît pas forcément toutes les bonnes sources, les mauvaises sources. Et puis, on peut tous être piégés par la désinformation, hein, ça arrive à tout le monde. Du fait de quelque chose qui est très, très puissant et qui est peut-être le ressort sur lequel construire l'esprit critique et le doute constructif, c'est les biais cognitifs. Alors ça, c'était ce que j'avais prévu en troisième partie. Je pense que j'aurai absolument pas le temps, mais je vais essayer d'accélérer quand même. Cette phrase-là sur les jeunes qui sont la tranche d'âge la plus crédule face à la désinformation, et ça, c'est pareil, les études ont prouvé que c'est pas vrai. Ce sont au contraire les seniors, les très très âgés qui sont les plus crédules face à la désinformation. Et si j'en parle, c'est parce que, pareil, en éducation aux médias, une posture qui consiste à stigmatiser les jeunes en leur disant « mais vous êtes trop crédules », c'est pas très, enfin, ça peut être contre-productif. Ils ne sont pas crédules, en fait, très souvent, ils savent très très bien que ce qu'ils sont en train de partager et de raconter est faux. S'ils le partagent, c'est pour d'autres raisons. Alors, les fameux sites parodiques, gros débat aussi sur les sites parodiques, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle? C'est classé dans la désinformation parce que ça contribue à répandre des choses qui sont fausses, même s'il n'y a pas d'intention malveillante. Et il y a sur les sites, sur les sites parodiques la mention, il faut aller la chercher, mais il y a la mention de nous racontons n'importe quoi et on fait ça pour faire rire. Le problème, c'est que ça repose sur des notions d'humour qui sont très personnelles. Hein. L'humour, ce n'est pas pareil pour tout le monde. La culture générale, le second degré qu'il faut pour comprendre ces blagues-là,
c'est pas pareil pour tout le monde. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément de partage au premier degré des sites parodiques. Il y a beaucoup de gens qui partagent ça en considérant que c'est quelque chose à prendre au premier degré. Donc, ils contribuent à répandre de la désinformation. Donald Trump, qui s'est présenté comme l'inventeur du concept de fake news, ça c'était juste une petite info qui peut être utilisée en cours sur le fait que voilà, le concept de fake news, il existe depuis la fin du 19e siècle et que c'est effectivement Trump qui l'a popularisé et qui l'a rendu super présent, presque comme un mode de communication politique, avec donc ce recours au fameux fait alternatif et à cette idée de post-vérité aussi. Ça peut être intéressant. Alors, plus peut-être avec des lycéens. Moi, je l'ai déjà fait avec un prof de philo en terminale, où il y a une séquence sur la vérité, où on serait entré dans une ère dans laquelle la vérité et les faits ont moins d'importance que les émotions et les opinions personnelles. Et ça, avec la désinformation, c'est très relié, puisqu'effectivement, le principe de la désinformation et de la circulation, de la viralité de ces fake news-là, c'est-à-dire c'est pas grave si c'est pas vrai, si c'est pas les faits. Le plus important, c'est que ça fait relayer des émotions, des opinions, ça fait réagir, quoi. Que c'est plus important, cet aspect-là, que le fait d'être de coller aux faits et à la vérité. Et puis, dernière chose, c'est encore un autre débat, quand on fait la désinformation, on peut aussi travailler sur l'aspect économique de la désinformation, parce que la désinformation, c'est tout un business, et il y a cette idée que à partir du moment où c'est gratuit, c'est compliqué d'avoir une information de bonne qualité. Alors là, c'est pareil, c'est difficile de généraliser, mais c'est vrai que, comme je vous disais au début, l'idée d'informer, d'enquêter, de vérifier, tout ça, ça a un coût. Ça nécessite d'employer des journalistes qui sont diplômés, qu'il faut payer. Donc, derrière ça, il y a l'idée que pour avoir une information de bonne qualité, il faut payer. Donc, tout ça, si ça vous intéresse, vous consulterez les liens dans le diaporama. Il y a une publicité de Mediapart qui est, avec le Canard enchaîné, le seul média français qui n'a aucune pression financière, donc qui ne dépend que des recettes des lecteurs, qui garantit quelque part le fait qu'en payant, vous accéderez à une information de bonne qualité. Et Mediapart, ils ont une publicité qui est super intéressante à utiliser avec les élèves parce que ça explique tout le modèle économique de la presse indépendante. Et donc, en creux, ça fait comprendre le modèle économique de l'information gratuite dans lequel, si c'est gratuit, c'est vous le produit, quoi. Donc, l'information ne peut pas être d'aussi bonne qualité. C'est déjà 12h52. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas pu regarder le chat. Non, il n'y avait pas de questions. Des petits commentaires, en fait, sur les différentes propositions. Voilà, l'idée que on n'est pas, c'est vrai que on peut pas culpabiliser les élèves de pas savoir parce qu'à un moment ça nécessite une formation. Et moi je rigolais parce que le canard enchaîné et puis le Gorafi, je suis abonnée sur les réseaux sociaux et le matin 2 fois sur 3 je dis c'est pas possible. Puis après, je regarde ma source, je dis, et donc je dis, si moi je me fais avoir mal réveillée, je vous l'accorde, comment ça peut donner dans d'autres circonstances, quoi. Ouais. Je vois plein de questions super intéressantes dans le chat. Alors, ça me frustre un petit peu de ne pas pouvoir y répondre parce que je voudrais vous montrer le reste du Padlet et très vite fait les biais cognitifs. Moi, je n'ai pas de souci à ce que Marjorie, tu communiques. Je peux mettre mon adresse mail professionnelle dans le chat et si vous voulez me contacter. C'est pas grave, on fera une séance suivante sur les biais cognitifs, c'est parfait, on lancera une série comme ça. Ouais, mais en plus, ça me frustre parce que c'est presque le truc le plus important. Le plus intéressant, oui. C'est pas que c'est le plus important, mais c'est intéressant, mais en même temps, c'est compliqué à aborder. Là, je le reconnais parfaitement avec des collégiens, par exemple, c'est super difficile
d'aborder les biais cognitifs. Dans le Padlet, je vous montre vite fait, vous avez un extrait de Richard Kapuscinski dont je vous ai parlé, la charte de Munich. Le circuit de l'information, par exemple, faire avec des collégiens, je voyais dans les questions des choses difficiles à faire avec des collégiens. Effectivement, avec les collégiens, par exemple, je fais le circuit de l'information, donc juste comprendre comment on passe de la rumeur à l'information, et on peut ajouter une opinion à l'information. Je ne fais pas de choses plus compliquées que ça avec des... Enfin, là, j'ai fait une séquence avec des quatrièmes, donc je les ai vus 10 heures en tout, où on a fait rumeur, information, opinion et fake news. Ils ont créé une fake news pour comprendre un petit peu les différentes catégories. Un document aussi sur le travail, si vous voulez travailler sur les agences de presse avec les élèves, ce document d'Ocapi sur l'AFP, il est très bien. Donc, j'essaie d'aller le plus vite possible. Avec les élèves, sur les biais cognitifs, je vais passer direct à ce document-là. Ce document-là, qui est dans le Padlet, alors là, c'est celui de la version lycée. En fait, il est extrait d'un de mes classeurs pédagogiques. Donc, les classeurs que j'ai faits, c'est des séances pédagogiques toutes prêtes pour travailler sur la désinformation avec les élèves. Donc, il y a une espèce de plan de leçon, des documents à utiliser, des questions à poser, etc. Et par exemple, l'effet de surconfiance, il y a une version lycée et il y a une version collège. Donc, alors, l'effet de surconfiance, déjà, il faudrait peut-être que je commence par expliquer ça. L'idée, c'est que globalement, on croit toujours savoir plus que ce qu'on sait vraiment sur un sujet. On se croit toujours un petit peu plus expert qu'on ne l'est vraiment. Il faudrait que je montre vite fait le document. Ouais. Celui-là, ce document, celui-là, il est peut-être mieux. On passe toujours par une étape de montagne de la bêtise avant de retomber dans la vallée de l'humilité. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'on sait beaucoup de choses. On est au sommet de la montagne de la bêtise. Bon, c'est un peu péjoratif, mais de penser qu'on sait beaucoup de choses. Et puis, à un moment, on redescend parce qu'on se rend compte qu'en fait, non, on sait 5% de ce qu'un spécialiste du sujet saurait vraiment sur ce sujet-là. Et donc là, on retombe dans la vallée de l'humilité vers laquelle on peut progresser vers quelque chose de plus sain, qui est, voilà, je m'exprime seulement quand je sais vraiment quelque chose de manière sûre et que je le sais suffisamment pour pouvoir le partager avec des gens. Et donc, toute la séance, elle est conçue pour faire comprendre aux élèves qu'on est tous un peu victimes de ça parce qu'on a toujours tous tendance un peu spontanément à dire « Ah oui, je sais, ah moi je pense ça, etc. » sans passer par cette vallée de l'humilité où on se dit non, je vais peut-être me poser des questions et me demander si je devrais pas faire quelques recherches et approfondir ma connaissance avant de m'exprimer auprès de mes amis ou sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là. Donc là, je suis obligée de faire un petit peu court parce que je vois qu'on est arrivé à la fin de l'heure. Mais dans ce Padlet-là, je vous ai mis ce document qui résume l'ensemble des biais cognitifs qui sont en jeu dans la désinformation. Pourquoi on valide une fake news? Ça peut être, par exemple, donc le biais de confirmation, parce que cette fake news, elle confirme quelque chose que je pensais déjà, donc j'ai envie d'y croire. Elle confirme la vision du monde que j'ai. Ça, c'est le biais cognitif de biais de confirmation, le biais de confirmation. Donc, pour chaque biais, vous avez son explication et pourquoi il est en jeu dans la désinformation. Et donc, dans le livre, j'ai l'air de faire la pub pour mes classeurs, du coup. Mais voilà, l'idée, ce que j'aurais voulu partager avec vous aussi, c'est qu'en éducation aux médias, on peut travailler sur les biais cognitifs avec les élèves juste pour travailler leur esprit critique, leur prise de conscience et leur apprendre finalement à prendre leur temps quand ils reçoivent un message, au lieu de dire directement « Ah ben voilà ce que j'en pense et je vais le partager aux autres », c'est de se dire « Est-ce que je ne suis pas en ce moment-là victime d'un de mes biais cognitifs, d'un de mes préjugés, tout ça on va l'appeler biais cognitif ». Et donc, je devrais plutôt laisser à mon cerveau le temps de réfléchir avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit de ce message que je viens de recevoir.